10 minutes après avoir signé notre divorce, je m'envolais pour New York avec mes enfants. Pendant que sa famille chouchoutait sa maîtresse dans une salle d'accouchement VIP, une simple remarque de la spécialiste postpartum a suffi à anéantir mon ex-mari. 10 minutes après que le notaire a apposé son sceau sur nos documents définitifs de divorce, j'embarquais sur un vol au départ de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur avec mes enfants. Tandis que la famille de mon ex-mari s'affairait à choyer sa maîtresse, Séraphine, dans une suite de maternité privée et luxueuse, on m'a raconté qu'une simple remarque de leur doula postpartum, gracieusement payée, avait fait s'évanouir mon ex-mari sur le sol de l'hôpital. La copie du jugement de divorce dans ma main semblait encore chaude. Dès que j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone, les notifications ont envahi l'écran avec une telle frénésie que j'ai cru que l'appareil allait planter. Plus de 900 SMS, tous provenant de proches et d'amis communs qui cherchaient uniquement à obtenir des détails croustillants. Je n'en ai pas lu un seul. J'ai simplement éteint le téléphone et l'ai glissé au fond de mon grand sac à main. Tirant une valise de la main gauche, tenant la main de ma fille de 6 ans, Chloé, de la droite, et portant mon fils de 3 ans, Robin, sanglé contre ma poitrine, je me suis tenue dans le hall des arrivées de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle et j'ai pris une lente et profonde inspiration. L'air de Paris n'était pas plus doux que celui de la Côte d'Azur, mais à cet instant précis, j'avais l'impression de renaître à chaque seconde. « Maman, est-ce qu'on va habiter ici maintenant ?» Chloé a levé les yeux vers moi, son petit visage encadré par les lumières du terminal. Ses yeux étaient encore un peu rouges et gonflés d'avoir pleuré plus tôt. Elle ne comprenait pas tout à fait pourquoi nous ne pouvions plus vivre soudainement avec son père. Pourtant, au contrôle de sécurité, elle avait tenu fermement ma carte d'identité et n'avait pas fait une seule colère. Elle était d'un courage remarquable. Oui, mon cœur. Nous vivons ici maintenant. Je me suis agenouillée et j'ai doucement essuyé sa joue. Maman a trouvé un tout nouveau travail ici. Toi et Robin allez aller dans une super nouvelle école. Tu vas te faire tellement d'amis. Et papa ? Je n'ai offert qu'un faible sourire, laissant la question sans réponse. Damien Chevalier. Cet homme devait être si étourdi par le chaos en ce moment même qu'il ne devait plus y voir clair. Sa jeune maîtresse, Séraphine, venait d'accoucher d'un gros bébé garçon hier. Sa mère, Éléonore, s'était envolée 3 jours plus tôt pour se précipiter à son chevet, anxieuse à l'idée que sa précieuse nouvelle belle-fille puisse ressentir le moindre inconfort. Éléonore ne m'avait pas appelé une seule fois pendant que j'étais chez le notaire pour finaliser le divorce. À la place, comme pour me narguer, elle avait mis à jour sa photo de profil sur les réseaux sociaux. C'était un selfie de Séraphine dans son lit d'hôpital avec la légende, la plus grande contributrice de la famille Chevalier. Repose-toi bien, notre chérie. Sur la photo, la peau de Séraphine était d'un teint de porcelaine, ses lèvres brillantes et rouges cerises. Elle ressemblait moins à une mère qui venait d'accoucher qu'à une héritière choyée de retour d'un spa de luxe. Damien était assis sur le bord du lit, un bras enlacé autour de Séraphine, faisant un signe de la paix de l'autre main, souriant comme un parfait imbécile. J'avais simplement aimé la photo, puis j'avais bloqué définitivement toute sa famille. « Maman, on va monter dans une voiture » a marmonné Robin, s'agitant contre ma poitrine, sa voix de bambou zézayant légèrement. Oui, mon bébé. Maman a commandé une voiture. Nous devons aller dans notre nouvelle maison. J'ai ajusté ma prise sur mon fils, pris la main de ma fille et suis sorti dans l'air frais. Le chauffeur qui nous attendait était un homme d'un certain âge, à l'allure soignée, aux cheveux poivre et sel, tenant une tablette avec mon nom affiché. Il nous a salués avec un accent parisien chaleureux et a chargé nos bagages sans effort. Alors que le SUV quittait l'aéroport, le ciel parisien était une toile de nuages bas et gris. Je me suis appuyé contre la vitre, observant les immeubles et les autoroutes bondées défiler. Mais dans mon esprit, les événements des dernières 24 heures tournaient en boucle. Vers cette heure-ci hier, j'étais encore à Sophia Antipolis, en train d'empaqueter la maison où j'avais vécu pendant 8 ans. Éléonore avait déménagé toutes ses affaires une semaine auparavant. Elle n'avait pas laissé la moindre petite cuillère en argent dans la cuisine. Son attitude laissait entendre que j'étais porteuse d'une sorte de maladie infectieuse et que tout ce que je touchais devait être stérilisé. Le lit de la chambre principale avait été retourné.
Les tiroirs des tables de chevet étaient grands ouverts. L'acte de naissance de Damien, son passeport et l'acte de propriété de la maison avaient disparu. Dans le tiroir du bas de la coiffeuse, j'ai trouvé une pièce de lingerie en soie qui ne m'appartenait pas. Un ensemble en dentelle couleur champagne, au moins 2 tailles en dessous de ce que je portais. Je les ramassai, les fixai pendant exactement 2 secondes, et les jetai dans un sac poubelle. Non pas par colère. Cela ne méritait tout simplement pas une seconde de mon temps. 3 membres de notre personnel de maison me regardaient faire mes cartons depuis le couloir. Parmi eux se trouvait Béatrice, ma fidèle nounou et gouvernante, qui m'accompagnait depuis la naissance de Chloé. Les yeux de Béatrice étaient rouges. Elle voulait m'aider mais semblait craindre de parler. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Béa, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? J'ai déjà préparé tes papiers d'embauche pour la région parisienne, et je sais que tu voulais te rapprocher de ta sœur qui vit à Versailles. » Béatrice a éclaté en sanglots sur le cou, hochant la tête à plusieurs reprises. « Je viens avec vous, Madame Aline. »« Bien sûr que je viens. Je ne peux pas rester dans cette maison une minute de plus. Ces gens sont de véritables monstres. » Par « ces gens », elle désignait la famille de Damien. Les Chevaliers n'étaient pas une dynastie historique. Quelques années plus tôt, lors d'un grand boom immobilier, un vaste terrain agricole qu'Éléonore avait hérité en Provence avait été racheté par une multinationale pour y construire un centre de données. Du jour au lendemain, ils étaient passés de la classe moyenne rurale à une richesse obscène. Surfant sur cette vague, Damien avait investi des millions dans une agence de gestion d'influenceurs au moment même où l'économie des créateurs de contenu explosait. Ce fut un succès phénoménal. Mais l'afflux soudain de dizaines de millions d'euros l'avait complètement changé. Quand nous nous sommes mariés, ce n'était pas un homme mauvais. À l'époque, il était un simple chef de projet dans une entreprise de logiciels de taille moyenne, et je travaillais dans le marketing pour une marque internationale. Nous faisions les trajets quotidiens, travaillions de 9 h à 18 h, allions au cinéma le week-end et menions une vie terriblement ordinaire mais stable. Quand il me faisait la cour, il avait une fois roulé à vélo pendant 30 minutes sous une pluie battante juste pour m'apporter un parapluie. Il se souvenait que j'adorais les matchas glacés et que je détestais monter dans des voitures qui sentaient le désodorisant bon marché au pain. Il m'écrivait des cartes manuscrites pour chaque anniversaire. À l'époque, je croyais sincèrement avoir épousé le bon homme. Mais le jour où le rachat du terrain a été finalisé, Damien a parlé au téléphone pendant 40 minutes, faisant les 100 pas dans le salon, la voix tremblante d'une excitation maniaque. « Aline, tu te rends compte de ce que c'est ? 40 millions d'euros ? 40 millions. Je n'ai jamais vu une telle somme de ma vie. » À partir de ce jour précis, tout a commencé à pourrir. Il a démissionné pour lancer son agence. Ses parents ont quitté leur Provence natale pour s'installer dans notre maison de la Côte d'Azur sous prétexte d'aider avec les enfants, mais en réalité, ils ont pris le contrôle de la maison. Éléonore se plaignait que mon salaire était dérisoire et critiquait ma cuisine. Elle se moquait des vêtements que j'achetais, les jugeant trop bon marché pour leur nouveau statut, puis se retournait pour me reprocher de gâter les enfants. Le père de Damien, Arthur, était encore plus flagrant. Devant moi, il a dit à Damien, « Ta femme gagne à peine de quoi couvrir les impôts fonciers de cette maison. Fais-la démissionner pour qu'elle reste à la maison s'occuper correctement des enfants. » J'ai refusé d'obéir. J'ai continué à me rendre à mon bureau. Ce fut l'une des décisions les plus intelligentes de ma vie. L'entreprise de Damien a connu une croissance exponentielle. Il a signé des streamers de premier plan et son chiffre d'affaires a grimpé en flèche. Ses soirées de réseautage se sont multipliées, et il rentrait de plus en plus tard. Il sentait constamment le bourbon hors de prix et des parfums féminins inconnus. Quand je l'interrogeais, il balayait cela d'un revers de main, affirmant que c'était l'odeur ambiante des salons VIP où il recevait ses clients. J'ai souri et n'ai pas insisté davantage. Non pas par ignorance, mais parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé à préparer mon propre plan d'évasion. Quand ma fille a eu 2 ans, j'ai secrètement commencé à étudier l'analyse de données avancées et la psychologie des consommateurs. Chaque nuit, après avoir couché les enfants, je me cachais dans la chambre d'amis pour suivre des cours exécutifs en ligne extrêmement exigeants. Une fois lancés, 2 ou 3 heures s'envolaient en un clin d'œil.
Le week-end, pendant que sa famille était dans des clubs de golf ou des brunchs somptueux, je passais des entretiens blancs et construisais mon portfolio. Après 2 ans de travail acharné, j'ai obtenu mes certifications et j'ai secrètement postulé auprès d'un grand cabinet de conseil international basé à Paris. J'ai passé mes entretiens sur Zoom. En mars dernier, j'ai reçu ma lettre d'offre officielle. Mon salaire de départ était de 165 000 euros. Ce n'était pas une fortune de milliardaire, mais c'était plus que suffisant pour que mes 2 enfants et moi vivions dignement dans la capitale. Simultanément, je menais un autre plan de front, accumuler de l'argent liquide. Je n'ai jamais touché un seul centime de la nouvelle fortune de Damien. Il payait toutes les dépenses du ménage, et je transférais discrètement la quasi-totalité de mon salaire sur un compte d'épargne privée. Entre mon salaire de base, mes primes de fin d'année et mes commissions de projet, j'ai amassé près de 400 000 euros. Il n'avait absolument aucune idée de l'existence de cet argent. Il ne s'est jamais soucié de mes comptes. Pour lui, l'argent que je gagnais n'était que de la menue monnaie. Sans qu'il s'en rende compte, j'ai lentement transféré ces fonds vers une fiducie distincte et sécurisée et je les ai investis dans des fonds indiciels stables. Ce n'était pas une fortune colossale, mais c'était notre filet de sécurité, suffisant pour nous maintenir à flot à Paris pendant des années si nécessaires. J'ai découvert sa liaison l'hiver dernier. Il est rentré ivre et a laissé tomber son téléphone déverrouillé sur le canapé en velours. Je n'avais pas l'intention de fouiller, mais des notifications n'arrêtaient pas d'allumer l'écran, provenant d'un contact enregistré sous le nom de Séraphine. C'était une série de messages vocaux suivis d'un SMS. « Tu étais si beau ce soir, Damien. Tu me manques. Quand viens-tu nous voir, le bébé et moi ?» Le bébé ? Ces mots m'ont transpercé la poitrine comme des éclats de glace. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai fait défiler l'historique des discussions du début à la fin. En regardant la date de leur première rencontre, j'ai réalisé que c'était exactement au moment où l'agence de Damien avait obtenu cette énorme levée de fonds en série à l'automne dernier. Séraphine était une nouvelle recrue de son agence, une étudiante de 22 ans qui dansait sur TikTok et comptait quelques millions d'abonnés. La discussion était un mélange répugnant d'affection explicite, de coordonnées d'hôtels de luxe et d'un flux interminable de ses selfies et vidéos. J'ai regardé chaque photo, j'ai verrouillé l'écran et j'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé. Je suis allée dans la salle de bain principale et j'ai vomi tout ce que j'avais dans le ventre, non pas par dégoût, mais parce que les nausées matinales persistantes s'étaient réveillées sous le coup de l'adrénaline. Cette nuit-là, je me suis allongée à côté de Damien, écoutant ses ronflements tonitruants, et je suis restée éveillée jusqu'à l'aube. Qu'est-ce que je fais ? Que advient-il des enfants ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Au lever du soleil, ma résolution était absolue. Cette maison n'était plus un foyer. C'était simplement un hôtel dans lequel j'avais temporairement séjourné. Et on peut quitter un hôtel à tout moment. Au cours des 6 mois suivants, j'ai traité mon départ comme une fusion d'entreprises, froid, calculé et sans faille. J'ai finalisé mes certifications, réussi mes entretiens, obtenu l'appartement parisien, inscrit les enfants dans des écoles privées et transféré discrètement le reste de mes fonds. Je n'ai pas affronté Damien. Je n'ai pas fait irruption dans l'appartement de luxe de Séraphine pour lui arracher les cheveux. Je n'ai pas pleuré auprès de mes beaux-parents. Je n'en ai même pas parlé à mes propres parents. Ma mère a le cœur fragile, et mon père est le genre d'homme qui aurait conduit jusqu'à Sophia Antipolis avec un fusil de chasse. La seule personne à qui j'en ai parlé était ma sœur cadette, Laure. Laure est passionnée et protectrice. Quand elle a entendu toute l'histoire au téléphone, elle a hurlé de rage. « Aline, tu es folle ? Ce salopard a mis enceinte une tiktokeuse et tu restes là à ne rien faire ? Ne bouge pas. Je réserve un vol tout de suite. Je vais me tenir devant ses bureaux vitrés avec un mégaphone et le détruire socialement. Calme-toi, lui avais-je dit. J'ai un plan. Quel plan ? Dis-moi. Je divorce, mais je pars proprement, avec ma dignité intacte. Pas de cris, pas de dispute. Je prends les enfants. Et nous déménageons là où il ne pourra jamais nous atteindre pour commencer une nouvelle vie. Laure est restée silencieuse pendant un long moment avant de reprendre la parole. As-tu vraiment bien réfléchi ? Il va se battre pour la garde.
Les chevaliers ont de l'argent et des relations maintenant. Tu es seul. C'est exactement pour cela que je pars de cette façon, ai-je expliqué, détaillant ma stratégie de l'étape 1 à 10. Ma sœur est passée du choc à l'admiration, avant d'éclater en sanglots. Tu as traversé tellement de choses, ça a dû être l'enfer. Ce n'était pas l'enfer, pensais-je. J'ai juste fait ce qui devait être fait. Le mois dernier, l'opportunité parfaite s'est présentée. À l'approche du terme de Séraphine, Éléonore et Arthur sont passés en mode de préparation intensive, réservant la meilleure clinique de maternité privée que l'on puisse s'offrir. Damien passait ses journées à accompagner Séraphine à ses examens prénataux et à lui acheter des sacs à langer de créateurs. L'attention de toute la famille Chevalier était focalisée sur cet héritier imminent. Mes 2 enfants et moi n'existions plus. J'ai engagé un avocat redoutable et j'ai rédigé les accords de divorce. Les conditions étaient simples au point d'en être absurdes. J'obtenais la garde physique exclusive des 2 enfants. Je renonçais à tous mes droits à une pension alimentaire pour moi-même et pour les enfants. Je renonçais à toute réclamation sur ces entreprises et ses actifs. Tout actif actuellement détenu sous un nom individuel restait la propriété exclusive de cet individu. Pour quiconque lisait ce document, je subissais une perte financière catastrophique. Une épouse qui s'en allait avec 2 enfants, sans pension, laissant des millions sur la table. Cela ressemblait à un suicide financier. Quand Damien a lu l'accord, il n'a pas semblé choqué. Il a ri. Il s'est adossé dans son fauteuil de bureau en cuir, a croisé les jambes, a feuilleté les pages et a jeté le dossier sur son bureau en verre. Il m'a regardé avec une pitié condescendante et arrogante. « Aline, as-tu fini par perdre la tête ?» Non, je l'ai enfin retrouvé. J'étais assise en face de lui, tranquillement, buvant une gorgée de mon eau pétillante. Tu prends les 2 enfants et aucune pension ? Tu es sérieuse ? Ses lèvres se sont étirées en un sourire moqueur. Est-ce que tu peux seulement les assumer seule ? C'est mon problème. Comme tu veux. Il a saisi son stylo Mand Blank et a griffonné sa signature sur les lignes. Il n'a même pas pris la peine de lire les annexes de divulgation financière. Je ne serai pas tout à fait sans cœur. Tu peux rester dans la maison jusqu'à la fin de l'année pour organiser ta vie. Prends le Range Rover aussi, je n'en ai pas besoin. Je n'ai pas dit un mot. Ce Range Rover était un cadeau d'anniversaire qu'il m'avait offert il y a 3 ans, mais la carte grise était toujours entièrement à son nom. Il avait toujours prétendu que le transfert de propriété demandait trop de paperasse et l'avait repoussé. Je n'ai pas pris la peine de le lui faire remarquer, car je n'avais de toute façon aucune intention de garder la voiture. Au fait, a-t-il dit, posant le stylo, son sourire s'effaçant pour laisser place à une expression froide. Quand tu seras complètement fauché et que tu regretteras tout ça, ne viens pas pleurer dans mes bras. Je pourrais facilement élever ces enfants moi-même. Réfléchis bien. Grandir en tant qu'enfant de Damien Chevalier signifie qu'ils ne manqueront jamais de rien. Te suivre signifie une vie de galère. Tu as signé. Nous avons terminé. Je me suis levée et j'ai rassemblé mes exemplaires. Il m'a regardé comme si j'étais une créature pathétique et incompréhensible. Il pensait probablement, cette femme a complètement disjoncté, envoyé balader un mari multimillionnaire pour s'en aller sans rien d'autre que 2 enfants. Il ne réaliserait jamais que ce que je laissais derrière moi n'était pas une fortune et un mari. Je laissais derrière moi un infidèle, une belle-mère acariâtre, un beau-père narcissique et une coquille vide de mariage. On ne m'aurait pas payé 1 milliard d'euros pour rester dans ce désert toxique. Le divorce s'est déroulé à une vitesse fulgurante. Damien voulait retourner au plus vite auprès de Séraphine, et je voulais disparaître. Nous étions si coopératifs que même le juge a semblé perplexe. Ce fut le divorce à gros enjeux le plus rapide et le moins contesté que la région ait connu depuis des années. Quand je suis sortie du tribunal, une pluie fine tombait. Damien a pris un appel téléphonique, sa voix se transformant instantanément en un roucoulement mielleux. « Séraphine, mon bébé, ne t'inquiète pas. Je suis en route. De quoi as-tu envie ? Je passe te le prendre. » Il a raccroché, m'a jeté un regard comme si j'étais une inconnue lui demandant de la monnaie, a lancé un détaché, « Prends soin de toi,
est monté dans sa voiture de sport et a démarré en trombe. Je suis resté sous la pluie, tenant le jugement de divorce. Soudain, l'absurdité absolue de tout cela m'a frappé, et j'ai éclaté de rire. Une femme qui sortait du tribunal à côté de moi a jeté un coup d'œil et a murmuré à son amie, « Regarde-la. Elle est tellement heureuse de son divorce. Elle a dû toucher un énorme pactole. » Je n'ai pas donné d'explication. J'ai juste continué à rire tout le long du trajet en taxi. À l'aéroport, Béatrice attendait avec les enfants. Ma sœur Laure était là aussi, le visage baigné de larmes. Dès qu'elle m'a vue, elle m'a presque plaqué au sol dans une étreinte, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. « Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Pourquoi pleures-tu ? Je viens de divorcer. Tu devrais être contente. » Comment puis-je être contente ? J'ai envie de conduire jusqu'à ses bureaux et de mettre le feu à sa Ferrari. Laisse tomber. Tout est réglé. À 15h45, nous étions à notre porte d'embarquement. Béatrice avait changé Chloé et Robin dans des vêtements de voyage confortables. Ils portaient de petits sacs à dos assortis et étaient assis tranquillement sur les sièges du terminal. Quand Chloé m'a vue, elle a couru vers moi et m'a tendu un dessin. C'était un dessin d'une famille de 4 personnes. En lettres maladroites et inégales, elle avait écrit « Papa, maman, moi et Robin ». J'ai pris le dessin, l'ai plié soigneusement et l'ai glissé dans mon sac. « Chloé, maman doit te dire quelque chose. Maman et papa ne vont plus habiter ensemble. Toi et Robin allez habiter avec maman à partir de maintenant, d'accord ?» Elle a cligné des yeux, me fixant intensément avant de hocher lentement la tête. Puis, d'une petite voix, elle a demandé « Est-ce que papa viendra nous voir ?» Oui, bien sûr, ai-je menti. Avant d'embarquer, j'ai vérifié mon téléphone une dernière fois. Damien venait de publier sur Instagram. C'était une photo de qualité professionnelle prise dans la suite de luxe de la maternité. Séraphine berçait le nouveau-né, Éléonore rayonnait à ses côtés et Arthur se tenait à l'arrière, les bras croisés, l'air d'un roi triomphant. La légende de Damien disait « La mère et le fils se portent bien. Merci à ma merveilleuse partenaire pour le plus beau des cadeaux. » Notre famille de 4 est enfin complète. Famille de 4. Il avait entièrement effacé Chloé et Robin de sa définition de la famille. J'ai mis mon téléphone en mode avion, je l'ai éteint et je l'ai jeté dans mon sac. Alors que l'avion accélérait sur la piste, Robin a eu peur et m'a serré les doigts très fort. Chloé a posé sa tête sur mon épaule et s'est endormie, une lèvre tremblante et une larme scintillant sur ses cils. Laure était assise à côté de moi, me serrant l'autre main. Béatrice essuyait ses yeux dans la rangée derrière nous. J'étais la seule à ne pas pleurer. À partir de cet instant précis, je n'étais plus la femme de Damien Chevalier. Je n'étais plus la belle-fille jetable de la famille Chevalier. Je n'étais plus Aline, le punching ball. J'étais une mère, l'unique pilier pour mes 2 enfants, et une femme sur le point de conquérir son nouvel empire dans une ville située à des centaines de kilomètres de là. À 10 000 mètres d'altitude, j'ai regardé par le hublot la mer infinie de nuages. J'ai fermé les yeux et j'ai dit adieu à mon passé. Quand je les ai rouverts, seul l'avenir importait, et nous étions enfin arrivés. Le SUV s'est arrêté devant un immeuble ancien en pierre de taille à Vincennes. La propriétaire, Madame Rousseau, attendait déjà sur le perron. C'était une femme d'origine italienne d'une 60aine d'années, très énergique, vêtue d'un épais gilet bordeaux, ses cheveux sombres parfaitement coiffés. Dès qu'elle nous a vus, elle a levé les mains dans un geste d'accueil chaleureux. « Bienvenue, bienvenue. Vous y êtes arrivés. Je vous attendais, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la rue. Quand je lui ai remis le chèque de caution, elle a applaudi de joie. « Oh, merci mon Dieu. L'agent immobilier m'avait dit que vous veniez de la Côte d'Azur. J'avais peur que votre vol soit retardé. Entrez, entrez. » L'appartement était au 4e étage, accessible par un vieil ascenseur étroit qui pouvait à peine contenir 2 personnes et une valise. L'appartement comprenait 3 chambres, 2 salles de bain et une petite cuisine de style couloir, mais il était impeccable et disposait de tout ce dont nous avions besoin.
Les fenêtres du salon donnaient sur une rue calme et arborée, laissant la lumière du soleil de l'après-midi inonder le parquet d'origine. Chloé et Robin ont immédiatement commencé à courir partout, revendiquant joyeusement leur chambre. Béatrice se tenait sur le seuil de la cuisine, les mains sur les hanches, marmonnant pour elle-même, « Seigneur, ayez pitié. Regardez la taille de cette cuisine. Des plaques à induction, pas de gaz. Comment suis-je censé préparer un vrai repas là-dessus? Mon placard de la maison de là-bas était plus grand que ça. » J'ai juste souri, sortant sur le petit balcon en fer forgé pour profiter de la brise. L'air frais d'octobre à Paris sentait les marrons chauds d'un marchand ambulant et les feuilles mortes. En bas, sur la petite place en face, des enfants faisaient de la trottinette. Un homme âgé lisait un journal sur un banc et quelques pigeons picoraient le trottoir. Au loin, la silhouette majestueuse de la tour Eiffel perçait le ciel. Tout semblait incroyablement concret, réel. M'appuyant contre la balustrade, j'ai enfin sorti mon téléphone, qui était resté éteint pendant plus de 20 heures. Dès qu'il s'est allumé et connecté au réseau, les notifications ont explosé comme une rafale de mitraillettes. Mes applications de messagerie étaient complètement saturées. J'ai ouvert quelques messages au hasard. « Tu es folle? Tu as vraiment divorcé? Où es-tu partie ?» Tout en haut se trouvait un message de ma mère. « Appelle-moi. » J'ai soupiré. Juste au moment où j'allais composer son numéro, le nom de Laure a clignoté sur l'écran pour un appel entrant. « Aline, tu as vu? Tu as vu ça ?» Sa voix était aiguë, vibrante d'une excitation incontrôlable. « Voir quoi? » Damien. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Je me suis figée. De quoi tu parles? Va sur les réseaux sociaux tout de suite. Regarde, puis rappelle-moi. Mon Dieu, c'est la chose la plus satisfaisante dont j'ai jamais été témoin. J'ai raccroché et j'ai ouvert mes applications. Quelques défilements plus bas, j'ai vu une publication que Laure m'avait envoyée. Elle provenait d'un ancien collègue qui travaillait toujours dans l'agence de Damien. La photo était un cliché flou d'un couloir d'hôpital avec la légende « Chaos absolu au boulot aujourd'hui ». Le patron s'est effondré, les pompiers ont dû venir, c'était flippant. Dans les commentaires, quelqu'un demandait ce qui s'était passé. L'ami avait répondu, la rumeur dit que la doula de luxe de la maternité a dit quelque chose à propos du bébé et qu'il a fait un malaise direct. J'ai continué à faire défiler et je suis allée sur la page de Damien. La publication orgueilleuse sur la « famille de 4 » avec le nouveau-né avait été supprimée. Puis j'ai vu un message affolé d'Éléonore. Il était truffé de fautes de frappe, comme si elle avait utilisé la dictée vocale en pleine crise d'hyperventilation. Dieu est si cruel. Pourquoi cela arrive-t-il au chevalier? Cette femme perverse brûlera en enfer. Ensuite est venu un SMS d'une ancienne amie d'université. Aline, sérieux, tu n'étais pas au courant pour le bébé de Séraphine? J'ai fixé ce message pendant 10 secondes. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre contre mes côtes. Laure a rappelé, mais je n'ai pas répondu. Le téléphone vibrait sans relâche. Tous ces fragments d'informations commençaient soudainement à s'assembler pour former une image que je n'aurais jamais pu anticiper. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la balustrade, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une grande inspiration d'air frais. Quand j'ai rouvert les yeux, un pigeon a pris son envol, disparaissant dans la grisaille parisienne. Le jeu, semblait-il, ne faisait que commencer. Je suis restée sur le balcon un bon moment. Béatrice est sortie pour étendre une serviette, a vu mon dos et a paniqué, pensant que je pleurais. Oh, Madame Aline, s'il vous plaît, ne soyez pas triste. Ces gens ne méritent pas vos larmes. Vous avez Chloé et Robin maintenant, et vous m'avez moi. Nous allons avoir une vie magnifique ici, Béatrice, l'ai-je interrompu doucement, me retournant avec un visage parfaitement serein. Je ne pense pas du tout à eux. Alors, à quoi pensez-vous? Je me demandais simplement dans quel parc je devrais emmener les enfants demain. Béatrice a scruté mon visage, a réalisé que j'étais tout à fait sérieuse, et a finalement laissé échapper un soupir de soulagement avant de retourner à l'intérieur. J'ai repris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS alors. Calme-toi et raconte-moi exactement ce qui s'est passé.
Laure m'a instantanément envoyé un message vocal accompagné de 3 points d'exclamation. Je ne l'ai pas écouté tout de suite, supposant qu'elle devait crier et rire trop fort pour être cohérente. À la place, j'ai répondu à mon ami d'université, « Qu'est-ce qu'il y a avec le bébé ? Tu sais quelque chose ?» Sa réponse a été instantanée, comme si elle attendait près de son téléphone pour raconter les derniers potins. « Aline, d'après les bruits qui courent, Damien a fait faire un test ADN sur le bébé. Les résultats officiels ne sont pas encore là, mais l'ex-petite amie de Séraphine a débarqué à l'hôpital. Il a apporté des preuves que l'enfant est de lui. » En fixant l'écran, une réalisation soudaine m'a frappée. Une incohérence que j'avais inconsciemment ignorée pendant des mois. Pendant la grossesse de Séraphine, elle avait publiquement affirmé que son terme était pour la mi-octobre. En vérifiant le téléphone de Damien l'hiver dernier, fin février, son SMS disait « Damien, je viens de faire un test. Je suis enceinte. » Si elle avait annoncé sa grossesse à Damien fin février, mais que son ex-petite amie affirmait qu'ils avaient rompu en décembre, le calcul était d'une simplicité brutale. Elle portait déjà l'enfant de son ex lorsqu'elle avait attiré Damien dans son lit. À l'époque, je n'avais pas cherché à approfondir la chronologie parce que je m'en moquais éperdument. Mais quelqu'un d'autre s'en souciait certainement. Damien, Éléonore, Arthur, toute la famille Chevalier. Si l'héritier qu'il vénérait s'avérait être l'enfant d'un autre homme, l'onde de choc qui frapperait cette famille serait 100 fois plus dévastatrice que mon départ avec les enfants. Je n'ai pas pu m'empêcher d'esquisser un léger sourire, mais je l'ai rapidement réprimé. Cela ne valait pas la peine de célébrer. Il ne méritait pas ma joie. Laure a envoyé un autre long texte suivi d'un nouveau message vocal. Cette fois, j'ai appuyé sur lecture. Aline, a hurlé Laure à travers le haut-parleur. Sais-tu qui est cette doula postpartum ? Éléonore avait engagé une spécialiste de la maternité d'élite à 2 000 € la nuit. Apparemment, hier à l'hôpital, Séraphine avait du mal à allaiter et le bébé hurlait. La doula jette un coup d'œil au bébé, fronce les sourcils et demande « A-t-il été testé pour la jaunisse néonatale ?» Son teint et la couleur de ses yeux indiquent une incompatibilité rhésus. Éléonore s'est montrée super défensive et lui a dit de se taire et de faire son travail. Mais la doula s'est fâchée et a répliqué « Je fais mon travail, madame. » Ces expressions génétiques spécifiques sont fortement associées à des incompatibilités de groupe sanguin entre les parents. Vous devez le faire tester immédiatement. Laure a fait une pause pour éclater de rire avant de continuer, et devine quoi ? Le visage de Damien est devenu blanc comme un linge. Il a entraîné la doula dans le couloir et l'a interrogée. Elle a essayé de faire marche arrière, mais tu sais à quel point Damien peut être agressif. Finalement, la doula a craqué et a dit « Monsieur Chevalier, en 16 ans de pratique, en regardant votre groupe sanguin sur le dossier et en regardant cet enfant, la logique génétique ne colle pas. » Et c'est là que Damien s'est littéralement effondré. Tombé d'un coup comme un sac de ciment dans le couloir. Les infirmières ont paniqué, elles ont cru à une crise cardiaque. En fait, sa tension artérielle a grimpé si vite sous le coup du choc qu'il s'est évanoui. La voix de Laure s'est étranglée de rire. L'enregistrement n'était plus que le bruit de sa main tapant sur une table. Ah, c'est trop beau. Il publiait des photos de famille sur Insta alors que la doula a vu clair dans l'arnaque en 5 secondes. Je n'ai pas ri. Non pas parce que ce n'était pas ironique, mais parce que mon esprit s'emballait. Si une doula avec 16 ans d'expérience avait remarqué quelque chose d'anormal immédiatement, elle avait dû voir des marqueurs génétiques indéniables. Mais je me souvenais de l'autre SMS à propos de l'ex-petite amie. Était-ce une rumeur ou un fait ? Si c'était vrai, quel genre de preuve avait-il apporté ? Juste au moment où j'allais répondre à Laure, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. C'était un indicatif des Alpes-Maritimes. J'ai hésité, puis j'ai ouvert le message « Tu dois revenir immédiatement. Quelque chose de terrible est arrivé à la maison. » Il n'y avait pas de nom, mais je savais exactement de qui il s'agissait. Éléonore. J'avais enregistré son numéro des années auparavant et l'avais supprimé par la suite. Mon subconscient refusait simplement d'entretenir un lien quelconque avec elle. J'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Laure, un avis. Laure a répondu immédiatement, ignore cette vieille sorcière.
Tu es à Paris. Le ciel pourrait leur tomber sur la tête que ce ne serait pas ton problème. Laisse-les récolter ce qu'ils ont semé. Je savais qu'elle avait raison. J'avais signé les papiers, finalisé le jugement et déménagé à l'autre bout du pays. Quoi qu'il se passe dans cette maison, cela n'avait absolument rien à voir avec moi. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de me demander, pourquoi Éléonore me contactait-elle ? Avant que Séraphine n'accouche, Éléonore avait bloqué mon numéro. Quand je faisais mes cartons, elle était terrifiée à l'idée que je vole une serviette de luxe. Pour elle, j'étais juste une parasite inutile qui avait occupé la vie de son fils pendant 8 ans. Alors, pourquoi ? Dès l'instant où son précieux petit-fils s'avère être une imposture, je suis la première personne à qui elle envoie un message ? Cela signifiait qu'elle paniquait. La situation avait complètement échappé à son contrôle. Elle ne me cherchait pas parce qu'elle avait besoin de moi. Elle se raccrochait aux branches. Et dans son esprit tordu, j'étais la seule personne qu'elle pouvait encore intimider pour obtenir réparation. Elle pensait que j'étais toujours l'épouse obéissante et soumise qu'elle pouvait commander à sa guise. J'ai verrouillé mon téléphone et je suis retournée à l'intérieur. Béatrice avait déjà couché Chloé et Robin. Les 2 enfants dormaient dans leur nouveau lit superposé. Le bras de Chloé était jeté sur son lapin en peluche, et Robin ronflait légèrement, la bouche entr'ouverte. Les rideaux, fraîchement installés par Madame Rousseau, présentaient un doux motif d'étoiles et de lune. Béatrice se tenait près de la porte à les observer. Elle s'est tournée vers moi et a chuchoté, « Chloé a encore posé des questions sur son père avant de s'endormir. Je lui ai dit qu'il était très occupé par son travail et qu'il viendrait la voir dès qu'il aurait fini. Madame Aline, est-ce que c'est bien de continuer à lui mentir ainsi ? Nous ne pouvons pas lui dire la vérité brute pour le moment, ai-je murmuré. Je suppose que vous avez raison. Béatrice a soupiré et a refermé la porte doucement. Avez-vous entendu les nouvelles concernant le bébé de cette Séraphine ? J'ai regardé Béatrice, réalisant une chose. Béatrice avait déménagé avec moi, mais elle était profondément connectée au réseau des gouvernantes et nounous de la Côte d'Azur. Les commérages parmi le personnel de maison voyagent plus vite que la lumière. Qu'est-ce que tu sais, Béatrice ? Elle a hésité, puis m'a entraînée dans la cuisine, baissant la voix. Ma nièce travaille à la réception de l'agence de Monsieur Chevalier. Elle m'a appelé hier soir. Elle a dit que le jour où cette fille a accouché, un type s'est présenté à l'hôpital en faisant un scandale et que la sécurité a dû l'expulser. Ensuite, ce même type s'est pointé à l'agence pour attendre Monsieur Chevalier, et la police a dû l'embarquer. Qui était ce type ? L'ex-petit ami de Séraphine. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans et ont rompu l'automne dernier. Béatrice s'est rapprochée, le gars hurlait que lorsqu'ils avaient rompu, elle était déjà enceinte de lui. Il a dit qu'elle avait délibérément ciblé Monsieur Chevalier pour son argent. Maintenant que le bébé est né, il veut récupérer son fils. C'était une mine d'informations. Est-ce que Damien savait cela ? Oui, il a vu le gars se faire arrêter devant le bureau, mais sur le coup, il a juste pensé que c'était un fan déséquilibré ou un maître chanteur. Mais après que la doula a fait sa remarque à l'hôpital, il a fait le rapprochement. Ma nièce a dit que Monsieur Chevalier avait engagé un détective privé sur le champ. Après s'être évanoui et s'être réveillé, il avait le visage livide. Il est allé directement au bureau, a convoqué tous ses cadres et financiers dans la salle de réunion et a verrouillé les portes jusqu'à minuit. Et ce matin, il a fait transférer discrètement Séraphine de la maternité de luxe vers une clinique privée sous un faux nom pour que personne ne puisse lui parler. J'ai analysé les paroles de Béatrice. La remarque de la doula. L'évanouissement de Damien. Le SMS affolé d'Éléonore. L'ex-petite amie prenant d'assaut les bureaux. Tout avait explosé en l'espace de 24 heures. La période exacte où j'avais signé les papiers. Le jour précis où j'avais pris l'avion pour traverser le pays. Au sommet même de l'arrogance de Damien, une bombe avait explosé sous ses pieds. Et Damien essayait d'étouffer l'affaire, déplaçant Séraphine, faisant taire son personnel, convoquant des réunions financières d'urgence. Il essayait de stopper l'hémorragie, mais cela prouvait une chose, les observations de la doula et les affirmations de l'ex-petite amie étaient presque certainement vraies. Mon téléphone a vibré à nouveau. Laure.
Salut, Laure. Devine qui vient de m'appeler? Hugo, l'assistant de Damien. Je connaissais Hugo. C'était le factotum attitré de Damien depuis 4 ans. Si Hugo appelait Laure, c'est que Damien ou Éléonore lui en avaient donné l'ordre. Hugo a dit que Damien voulait absolument te parler. Il a demandé si tu étais disponible. Il n'a pas dit pourquoi, mais c'est évidemment lié au désastre du bébé. Damien est en train de perdre la tête. Le test ADN n'est même pas encore officiellement confirmé sur papier qu'il essaie déjà de te retrouver. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Te supplier de revenir? Je n'ai pas répondu alors. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS du numéro inconnu. Aline, tu n'es pas obligée de répondre, mais s'il te plaît, ne me bloque pas. C'est Éléonore. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, réponds. 3 secondes plus tard, un 3e message, je sais que tu as appris pour le bébé. Sois honnête avec moi, d'une mère à une autre. Est-ce que cette fille, Séraphine, t'a dit quoi que ce soit avant ton départ? J'ai lu les messages et j'ai laissé échapper un rire sec et amer. 8 ans. J'avais passé 8 ans dans cette famille, et elle ne m'avait jamais traité comme un être humain. Pour elle, une épouse n'était qu'une couveuse. Et parce que j'avais eu une fille puis un garçon, au lieu de lui donner un premier héritier mâle absolu, je n'étais qu'un outil défectueux. Et maintenant, dès que son nouveau jouet s'avère être une grenade, elle rampe vers moi. J'ai supprimé les SMS et j'ai bloqué le numéro. Je n'étais pas de glace. Mes liens avec les chevaliers avaient été violemment rompus à la seconde où mon stylo avait quitté le jugement de divorce. Que le gamin de Séraphine soit du laitier, ou que Damien soit ruiné, rien de tout cela ne me concernait. J'avais des choses bien plus importantes à protéger. Dans la chambre, Chloé a bougé dans son sommeil, murmurant « Papa, regarde mon dessin ». Son dessin de notre famille de 4 personnes était actuellement rangé tout au fond de mon sac de voyage. Je ne l'avais pas jeté parce que je ne savais pas quoi lui dire si elle me le réclamait. Mais chaque fois que je le regardais, je voyais le visage suffisant de cet homme tenant une autre femme. Finalement, j'ai décidé de le garder. Non pas pour lui, mais pour Chloé. Quand elle serait assez grande pour comprendre, je le lui montrerais et lui dirais, quand je t'ai emmené à Paris, je n'avais rien d'autre que ce dessin. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. J'ai configuré mon téléphone sur ne pas déranger, je l'ai posé sur la table de chevet et je me suis enfin endormie. La nuit parisienne était étonnamment calme dans notre quartier. Le faible grondement de la circulation lointaine et le son étouffé d'un voisin jouant du piano filtraient à travers les murs. Je me suis allongée dans mon nouveau lit, respirant l'odeur de la lessive fraîche à la lavande que Madame Rousseau avait utilisée pour les draps. Cela ne ressemblait en rien à l'odeur lourde d'eau de javel de mon ancienne maison. J'ai fixé le plafond pendant un long moment. L'écran de mon téléphone s'est éclairé dans l'obscurité. Un appel manqué, puis un autre. Je l'ai ignoré pendant 10 minutes, mais j'ai fini par le prendre. 37 appels manqués. 19 messages. La plupart provenaient de numéros inconnus, de parents éloignés et de connaissances. Un message a attiré mon attention. Il venait de Damien. Il avait utilisé son numéro personnel, celui que je connaissais autrefois par cœur. J'ai regardé les annexes financières de l'accord de divorce. Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? Tu savais que l'enfant n'était pas de moi. C'est pour ça que tu es parti sans rien demander en prenant les enfants. C'est ta vengeance. Et ces 400 000 € sur ton compte privé, ce sont des biens communs. La moitié me revient légalement. Rapporte cet argent immédiatement. Mais écoute, mon conseil d'administration menace de m'évincer. Les sponsors se retirent à cause du scandale. Je t'en supplie. Publie une déclaration sur tes réseaux sociaux disant que nous nous sommes séparés à l'amiable, que tu me pardonnes et que nous coparentons en paix. Si tu fais cette opération de communication pour moi, je ne te poursuivrai pas pour les 400 000 € et je transférerai 2 millions d'euros sur ton compte demain. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai pas répondu. Non pas par rancune, mais parce que je ne savais sincèrement pas quoi dire face à un tel délire. C'était du pur Damien. Rien n'était jamais de sa faute. Son infidélité était de ma faute parce que j'étais ennuyeuse.
Le fait que Séraphine l'ait piégé était de ma faute parce que j'avais tendu un piège. Et maintenant, la faillite de son entreprise était un complot de vengeance machiavélique que j'avais orchestré. Mais est-ce que je le savais depuis le début? Sincèrement, je n'en savais rien. J'avais juste senti que quelque chose clochait, mais je n'avais jamais vérifié parce que cela m'était égal. Si c'était de la vengeance, alors l'univers l'avait orchestré, pas moi. J'ai éteint complètement le téléphone, je l'ai glissé sous mon oreiller et je me suis enfin endormie. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par les pleurs de Robin. Le petit s'était réveillé dans une pièce inconnue, ne me trouvait pas et avait paniqué. J'ai repoussé les couvertures et j'ai couru hors de la chambre. Il se tenait dans le couloir en pyjama, le visage couvert de larmes, criant « Maman, je veux rentrer à la maison ». Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est agrippé à mon cou comme un petit koala terrifié. Chloé est sortie de sa chambre, se frottant les yeux, et a regardé son frère avec un dédain propre aux enfants de 6 ans. « Tu es trop embarrassant. Les grands garçons ne pleurent pas. » Béatrice et moi avons échangé un regard et avons ri. C'était la vraie vie. Peu importe le drame apocalyptique qui se jouait sur la Côte d'Azur ce matin-là, mes enfants avaient besoin de manger, de pleurer et de s'habiller. Béatrice a fait chauffer du lait et a grillé des croissants chauds et des baguettes fraîches qu'elle avait achetées à la boulangerie du coin. « Madame, je suis descendue hier soir après que vous vous soyez endormie. Le boulanger est d'origine italienne, super gentil. Je parle à peine français, mais il m'a parfaitement comprise. Bien que j'ai acheté du fromage qui sent les chaussettes sales. » J'ai ri, imaginant Béatrice gesticulant énergiquement devant un artisan boulanger. Après le petit déjeuner, nous sommes descendus sur la place. Le soleil du matin était magnifique. Des enfants couraient autour de la fontaine et une mère en trench-coat chic était assise sur un banc, buvant un café au lait, digne d'une couverture de magazine de mode. Béatrice a assemblé la trottinette de Chloé et celle-ci est partie comme une fusée, sa jupe rouge flottant au vent. Robin s'est contenté de s'accroupir près de la fontaine, observant une feuille qui flottait. Assise sur le banc, j'ai senti le poids de ces 8 années s'évaporer enfin de ma poitrine. Mon téléphone a vibré. Je n'allais pas regarder, mais j'ai vu que c'était un lien envoyé par Laure. Titre: Le PDG d'une grande agence d'influenceurs au cœur d'un scandale de paternité. L'ADN confirme que le bébé n'est pas de lui. En dessous se trouvait une photo de paparazzi floue de Damien et Séraphine devant une clinique. C'était publié sur un grand site de presse People, affichant déjà un demi-million de vues. Les SMS de Laure ont rapidement suivi, c'est partout. L'ex-petite amie a tout balancé à Voici. Il a montré des relevés de virements bancaires, des reçus d'hôtel et des historiques de messages, prouvant que Séraphine couchait avec les deux en même temps. Il a révélé qu'elle avait manipulé le désir obsessionnel de Damien d'avoir un fils pour le piéger. J'ai parcouru les commentaires, le karma pour avoir trompé sa femme. J'ai entendu dire que sa vraie femme est partie avec ses 2 enfants sans demander de pension. C'est elle la vraie gagnante. Donner un prix Nobel à cette doula. Juste au moment où je fermais le navigateur, Laure m'a appelé en FaceTime. Son visage était rouge d'excitation, son appartement parisien visible en arrière-plan. Tu as lu? Mais ce n'est même pas le meilleur. Arthur, le père de Damien, a fait un infarctus massif hier soir quand la nouvelle est tombée. Il est aux soins intensifs. Éléonore hurle dans le hall de l'hôpital, menaçant de poursuivre Séraphine pour escroquerie. Qu'il la poursuive, ai-je dit calmement. Quoi d'autre? Damien a jeté Séraphine à la rue. Pas d'argent, pas de soins postpartum, rien. Elle est retournée chez ses parents avec le bébé, et sa mère la traite de honte de la famille. Son agence l'a abandonnée. Ses sponsors la poursuivent pour rupture de contrat. Elle est ruinée. Laure rayonnait littéralement. Et pour Damien, c'est pire. Tous ces gros influenceurs quittent le navire à cause du désastre en matière de relations publiques. Ils rompent leur contrat et comme l'agence de Damien était déjà surendettée, ils n'ont plus de liquidité pour se défendre. Oh, et autre chose, Damien est allé voir notre mère hier soir. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Pourquoi est-il allé voir maman?
Je ne sais pas comment il a découvert l'adresse, mais maman était à l'hôpital local pour sa crise d'arthrite. Il a débarqué là-bas et a essayé de s'introduire de force dans sa chambre, mais maman avait déjà fait inscrire son nom sur la liste rouge de l'hôpital. La réception a refusé de confirmer qu'elle était patiente. Quand Damien a essayé de forcer les portes de sécurité et a provoqué un scandale, les agents de sécurité de l'hôpital l'ont plaqué contre le mur et l'ont escorté vers la sortie. Maman a dit à l'infirmière en chef de demander une ordonnance d'éloignement s'il se pointait à nouveau. La voix de Laure s'est adoucie, j'ai appelé maman dès que tu as atterri. Elle sait tout. Elle a dit qu'elle regrettait de t'avoir laissé épouser ce vaurien. Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Mais elle m'a chargé de te transmettre un message, vie heureuse à Paris. Ne te retourne pas. Je m'occupe des ordures ici. J'ai baissé le téléphone et j'ai levé les yeux vers le ciel. Une trouée d'un bleu éclatant perçait les nuages parisiens. De l'autre côté de la place, Chloé a crié, « Maman, regarde !» Elle descendait une petite pente sur sa trottinette en riant aux éclats. Ce n'était pas un plan de vengeance. C'était le karma. Je n'avais pas péché contre les chevaliers. J'avais enduré. J'avais planifié. Et j'étais partie avec élégance. Maintenant, l'univers rééquilibrait la balance. Mais je connaissais Damien. Il ne se laisserait pas abattre sans réagir. Aller voir ma mère n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai commencé mon nouveau travail. Les bureaux de l'entreprise se trouvaient dans un gratte-ciel en verre étincelant à La Défense, le quartier d'affaires de la métropole parisienne. La directrice des ressources humaines, Sophie, m'a fait visiter les lieux. « Aline, voici votre bureau. » Sophie a poussé une porte vitrée. C'était un magnifique bureau d'angle faisant face à la ligne d'horizon parisienne. Sur le bureau trônait une plaque nominative, Aline Vasseur, directrice de la stratégie marketing globale. J'avais repris mon nom de jeune fille. Vous semblez un peu nerveuse, a remarqué Sophie. Je réalise simplement la chance que j'ai, ai-je souri. 6 mois plus tôt, je prenais des cours dans une chambre d'amis sombre à 2 heures du matin pendant que mon mari me trompait. Aujourd'hui, j'avais un bureau de direction à Paris. L'après-midi, Laure a appelé, devine qui m'a encore appelé? Damien. Il a court-circuité Hugo. Il a exigé ton adresse à Paris, prétendant qu'il voulait envoyer des jouets aux enfants. Tu la lui as donnée? Jamais de la vie. J'ai dit que je ne la connaissais pas. Alors il s'est mis à me hurler dessus. Il a dit, ta sœur a tout planifié depuis le début. Elle nous a escroqués, moi et toute ma famille. Je suis restée silencieuse. Qu'est-ce que je lui avais escroqué? Je n'avais rien pris. Tes 400 000 € d'épargne. Il est au courant maintenant. Comme tu les as gagnés pendant le mariage, techniquement sous le régime légal, c'est considéré comme des acquets. Il est furieux. Il ne me poursuivra pas en justice, ai-je dit avec assurance. Pourquoi pas? Premièrement, il ne veut pas vraiment de cet argent. C'est une goutte d'eau dans l'océan comparé à ses dettes. Deuxièmement, s'il poursuit, il doit soumettre les déclarations financières originales du divorce au tribunal, ce qui inclut les évaluations d'actifs douteuses de son agence. Troisièmement, il est terrifié par de nouvelles retombées médiatiques. Poursuivre l'épouse qu'il a trompée pour récupérer ses économies personnelles alors qu'il est embourbé dans un scandale de paternité détruirait le peu de réputation qui lui reste. Laure est restée silencieuse, puis a soupiré, « Tu es brillante, Aline. Depuis combien de temps préparais-tu cela? » Depuis le jour où je suis allée voir l'avocat en décembre dernier. J'ai entendu Laure retenir un sanglot, « Tu as porté ça toute seule pendant 1 an? » Je vais bien maintenant, Laure. Vraiment. Cet après-midi-là, j'ai eu ma première grande réunion stratégique avec le PDG, Alexandre. J'ai présenté mon analyse sur l'intégration du marketing d'influence authentique pour revitaliser leur marque patrimoniale. Je n'ai pas utilisé les diapositives obsolètes qu'il m'avait fournies. J'ai utilisé un tableau blanc et des données concrètes. Quand j'ai fini, la salle de réunion était plongée dans un silence de mort. Alexandre s'est adossé à son siège et a souri, « Nous avons définitivement embauché la bonne personne. »
Je suis sortie du travail ce soir-là, me sentant invincible. La ville s'illuminait dans le crépuscule d'automne. J'ai pris le métro pour rentrer à Vincennes. Mais en entrant dans le hall de mon immeuble et en vérifiant ma boîte aux lettres, mon sang n'a fait qu'un tour. Dépassant de la fente se trouvait une enveloppe Kraft jaune. Pas d'adresse de retour, juste mon nom écrit de l'écriture désordonnée et reconnaissable entre mille de Damien. Comment avait-il trouvé mon adresse? J'ai fait travailler mes méninges. Puis je me suis souvenu d'Éléonore fouillant dans mes poubelles avant mon départ. Elle avait dû trouver un reçu déchiré de l'entreprise de déménagement ou de l'agent immobilier de Paris. Elle avait probablement engagé un détective privé pour fouiller les dossiers de la société de déménagement jusqu'à ce qu'il découvre ma nouvelle adresse. J'ai monté l'enveloppe à l'étage. Béatrice avait préparé le dîner, un ragoût de bœuf réconfortant et des légumes rôtis. Chloé a couru vers moi, agitant un certificat qu'elle avait obtenu dans sa nouvelle école pour avoir aidé un camarade. Je l'ai félicitée, j'ai embrassé son front et je me suis assise pour dîner. Chloé, ai-je demandé négligemment en servant le ragoût dans son assiette. Si jamais papa venait vous voir, qu'est-ce que tu lui dirais? Elle a penché la tête, je lui demanderais pourquoi tu nous as emmenés ici toute seule et pourquoi lui n'est pas venu. Et s'il disait qu'il est désolé, qu'est-ce que ça changerait, a-t-elle demandé innocemment. Il te criait toujours dessus à la maison. Il jetait sa nourriture quand elle n'était pas bonne. Il ne me calculait pas quand je pleurais. Tu ne pleures pas ici, maman. J'aime mieux cette maison. J'étais stupéfaite. Puis j'ai souri. Ma fille était bien plus perspicace que je ne le pensais. Après avoir couché les enfants, j'ai ouvert l'enveloppe jaune. C'était une lettre de 2 pages écrite de la main de Damien. Son écriture était frénétique. Les mots-clés me sautaient aux yeux, désolé. Regret. Ma faute. Je veux réparer ça. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je l'ai plié, je suis allé vers ma table de chevet et je l'ai jeté dans le tiroir du bas. Mon téléphone a vibré. Laure m'a envoyé une capture d'écran d'un article de presse financière. L'agence d'influenceurs au bord de la faillite alors que les investisseurs se retirent. La photo montrait Damien assailli par les paparazzis devant un tribunal, l'air émacié, de sombres cernes sous les yeux, cachant son visage comme un fugitif. Hugo a démissionné, a écrit Laure. Damien jette des verres en verre contre les murs du bureau. Il a même hurlé sur sa mère et l'a chassé de son appartement. D'accord, ai-je répondu. Juste, d'accord? Tu n'as pas peur qu'il pète un plomb et prenne un vol pour Paris? Il connaît mon adresse, ai-je tapé en retour. Il a envoyé une lettre aujourd'hui. J'ai posé mon téléphone et j'ai regardé par la fenêtre. La tour Eiffel brillait au loin. Je n'avais pas peur. Qu'il vienne. Le lendemain matin, j'ai scanné mon badge dans le hall de ma tour à la Défense. Soudain, quelqu'un a appelé, Aline Vasseur. Je me suis retournée. Une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'un trench coat gris, se tenait là avec un sourire forcé et douloureusement poli. Son visage me disait quelque chose. Elle avait cette même posture soumise qu'Éléonore exigeait autrefois de moi. Qui êtes-vous? Je suis une cousine éloignée d'Éléonore Chevalier, a-t-elle dit en se tordant les mains. Je gère une petite brasserie ici à Paris. Éléonore m'a appelé hier et m'a supplié de vous retrouver. Je l'ai dévisagé, le visage de marbre. Éléonore veut vous parler, a poursuivi la femme nerveusement. Arthur est aux soins intensifs. Le conseil d'administration de Damien a voté son éviction ce matin. L'entreprise gèle leurs avoirs. Éléonore a pris un vol pour Paris parce qu'elle veut que vous reveniez et que vous témoigniez devant le tribunal des affaires familiales pour dire que Séraphine a manipulé émotionnellement Damien afin qu'il puisse la poursuivre pour escroquerie et récupérer leur argent. La lettre était arrivée hier. Éléonore était arrivée hier. Ce n'était pas une coïncidence. Et je savais pertinemment qu'Éléonore ne s'était jamais excusée auprès de quiconque de sa vie entière. Elle était là parce qu'elle était désespérée, ruinée et qu'elle se noyait. Je dois travailler, ai-je dit froidement. Si elle veut me parler, elle peut attendre que j'ai fini ma journée.
J'ai scanné mon badge et j'ai franchi les portillons de sécurité sans un regard en arrière. Dans l'ascenseur, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je n'étais plus l'épouse soumise et terrifiée d'autrefois. J'étais Aline Vasseur, directrice de la stratégie. À 19h, je suis sortie de l'immeuble. Les réverbères s'allumaient. Mon téléphone a sonné. Un numéro parisien. Aline. C'était Léonore. Sa voix était dépouillée de toute son arrogance passée. Elle sonnait creuse, enveloppée d'une douceur feinte et fragile. « Est-ce que tu as fini de travailler ? Je suis au café en face de ton immeuble. S'il te plaît, accorde-moi juste 10 minutes. Nous pouvons nous voir sur l'esplanade. Il y a du monde partout. Je ne te ferai pas de mal. » J'y ai réfléchi. Je n'avais pas besoin de la voir, mais je voulais la regarder dans les yeux et lui montrer exactement ce qu'elle avait jeté aux orties. D'accord. 5 minutes. J'ai traversé l'esplanade de béton. Éléonore se tenait près d'une fontaine. Elle portait son manteau de créateur préféré et un collier de perles, mais elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses joues creuses, les cernes sous ses yeux sombres et lourds. Quand elle m'a vu approcher dans mon tailleur pantalon bleu marine sur mesure, portant un porte-documents de marque acheté avec mon propre argent durement gagné, son faux sourire s'est littéralement figé sur son visage. Elle ne me regardait plus comme son ancien souffre-douleur, mais comme une étrangère intouchable.